Bonjour Claire Delbach. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes, comme on dit, aujourd'hui le 21 juin 2024. Nous sommes au marché de la poésie, juste comme on dit, au pied de l'église Saint-Sulpice. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, alors je suis Claire Delbach, je viens du sud de Dijon, de Périgny-les-Dijon exactement. Je suis éditrice et autrice et je suis au marché de la poésie depuis une dizaine d'années pour représenter la maison d'édition L'Atelier des Noyers que je dirige. Et vous êtes écrivaine aussi, est-ce que vous pouvez parler un petit peu quand vous avez commencé à écrire? De mon parcours, alors écrire, j'ai toujours écrit depuis ma plus jeune enfance. Le parcours de publication est un petit peu différent, il est ultérieur. Bon, j'ai écrit pour mes études universitaires, puisque j'ai fait une thèse de doctorat sur les éditions du Père Castor, en expliquant pourquoi un éditeur qui était spécialisé dans l'image a choisi après de publier des petits romans pour les enfants. Et puis j'écris de la poésie effectivement, et j'ai été préalablement publiée aux éditions de la Renarde Rouge, qui est une petite maison d'édition qui était dans Lyon, qui a maintenant cessé son activité, mais qui a publié pendant plus de 30 ans des beaux ouvrages de poésie, plutôt tournés vers la jeunesse, mais aussi vers les adultes. Et donc j'ai occupé différents postes dans mon parcours de travail. J'ai été éditrice en région parisienne, entre autres chez Bordas, où j'étais à la direction éditoriale. Et quand nous sommes partis nous installer en Bourgogne en 2003, j'ai pris un temps un petit peu pour m'occuper des enfants. Après, j'ai travaillé pour une structure qui fait des livres pour les déficients visuels et les enfants aveugles, qui s'appelle Les Doigts qui rêvent, qui sont à Talent. Et puis j'ai monté le parcours des enseignements techniques pour le master de métier du livre à l'université de Bourgogne, où j'ai enseigné pendant 6 ans les métiers du livre, la littérature de jeunesse et la recherche documentaire pour les parcours d'étudiants de deuxième cycle. Le premier recueil publié, c'était quand, quelle année? Alors le premier recueil publié, il est paru fin 2016. Il y a 3 recueils, alors de mes publications ou des publications de l'Atelier des Noyers, ça dépend comment... Votre publication. Alors ma première publication, c'était à la Renarde Rouge, ça s'appelait La tendresse de A à Z, et sauf erreur de ma part, je pense que c'était en 2012 ou 2013, quelque chose comme ça. Et à l'Atelier des Noyers, la première publication est de fin 2016. Le catalogue a démarré avec 3 titres, le titre Novembre, le titre Grandir et le titre Carnet de bleu. J'ai moi-même écrit le Carnet de bleu, le Grandir était d'Aurélie Armellini et le Novembre qui est la raison d'être de la maison d'édition, puisqu'en fait c'est le texte que j'ai choisi pour lancer les collections, qui parle de la manière dont la vie revient à Paris après les attentats du Bataclan, a été écrit par mon mari Olivier Delbach. Et comment vous écrivez, créez, construisez vos poésies ou les textes pour les enfants ou bien les autres textes en parallèle? Donc, ils sont tous une autre procédure. Oui, alors ce que je pense que l'on peut dire dans mon cas, c'est que je me sens plus éditrice qu'autrice, même si je publie quelques textes. Je me sens plus à mon aise dans le travail de coordination entre le texte et l'image et la fabrication de l'objet, parce que ce qui m'intéresse depuis toujours, c'est la manière dont la main se lie à l'esprit et c'est la manière dont on peut réaliser un objet. Et le côté matériel de la matérialité du livre m'intéresse beaucoup. Donc en ce sens, je me sens peut-être plus éditrice qu'autrice. Néanmoins, sur le parcours d'écriture, j'écris pas de manière régulière, c'est pas tous les jours. J'écris quand j'ai une fenêtre d'esprit libre pour cela, et quand on est éditeur et qu'on est au service du texte des autres, les fenêtres pour sa propre création sont plus réduites. Donc c'est souvent au moment de petites vacances, c'est souvent tôt le matin, c'est quand la maison est calme. Je peux travailler dans le bruit pour le travail d'édition parce que j'arrive à m'isoler mentalement. En revanche, pour écrire de la poésie, j'ai besoin d'être dans le silence. J'écris pas avec de la musique, j'écris dans le silence. Et l'idée d'un poème, comment ça vient par exemple? Ça vient souvent d'une expérience d'essence, d'un souvenir, de quelque chose qui surgit et dont on a envie de faire autre chose que que de garder de simples souvenirs, peut-être laisser la trace de cette chose-là. Ça peut être lié à une forme de nostalgie ou de mélancolie aussi. Ça peut être aussi une béquille quand les temps sont durs ou quand le réel est compliqué. C'est essayer de regarder la vie avec une autre paire de lunettes, écrire en fait, pour rendre la vie plus agréable. Et les auteurs, les poètes, les auteurs, les gens qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré? Pour la poésie? Oui. Alors, le parcours, à cet égard, je pense qu'on peut parler aussi de la manière dont
En France, on enseigne la poésie. Moi, j'ai fait partie d'une génération où la poésie, c'était quelque chose que l'on apprenait par cœur. Donc, c'était pas forcément quelque chose qui était lié au plaisir. J'ai découvert plus tard, quand on n'était plus sur le système scolaire, des personnes comme Prévert, dont j'aime toujours beaucoup les textes. J'adore les textes d'André Chédid. Voilà, je sais pas, on pourrait citer un ou deux noms, ça serait oublier tous les autres, donc c'est un petit peu compliqué. Je me référerai pas à une école en particulier. Je pense qu'en fait c'est la poésie qui me parle, c'est celle qui m'emporte, c'est celle qui ouvre sur l'imaginaire. Et c'est ce que j'essaye de porter dans le catalogue d'édition que j'essaie de construire avec les auteurs. Donc il va y avoir des choses des pattes d'écriture très différentes. Dans notre concept, nous, à l'Atelier des Noyers, on travaille à parité entre le texte et l'image. Donc l'œuvre graphique a autant d'importance que le texte. On pense que la réunion et la rencontre d'un texte poétique et d'un univers d'artiste crée un troisième objet qui est cette bulle qui est le livre. Et cette bulle ensuite se déploie dans d'autres formes. Elle peut se déployer en forme de lecture musicale, en forme d'exposition, en forme de textes croisés aussi. On fait des lectures croisées de plusieurs poètes de notre catalogue. En fait, la poésie, c'est tout ce qui nous permet de rester vivants et de regarder le réel avec des yeux plus neufs peut-être. Alors votre maison d'édition s'est créée quand? Le nom, comment choisi? Depuis quand vous êtes là? Votre catalogue? Et comment vous choisissez vos œuvres? Combien vous imprimez? Les distributions, c'est comment? Voilà, tout ça. Alors, l'Atelier des Noyers, c'est une petite structure éditoriale qui existe depuis fin 2016. On est sous forme associative. Ça s'appelle l'Atelier des Noyers parce que j'aime l'idée du mot atelier qui se réfère à un endroit où on n'a pas de certitude, mais où on bricole, où on réfléchit, où on essaye des prototypes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mot d'accompagner la maison d'édition du mot atelier. Et des Noyers pour plusieurs raisons. Une raison très prosaïque parce qu'on habite rue des Noyers, donc ça c'était le petit clin d'œil. Mais surtout parce que la noix est un fruit qu'on peut garder tout l'hiver, qui est un fruit qui ne s'abîme pas, qui ne pourrit pas, qui reste durant toute une grande période. Et surtout aussi parce que la noix, quand on regarde une noix, on peut observer que ça ressemble à un cerveau. Donc je trouvais l'idée assez chouette d'avoir les petites noix des noyers dans notre logo. Donc on a un petit logo, l'Atelier des Noyers, il y a un petit logo avec deux noix entrecroisées. Et je trouve que ça donne bien l'idée d'un cerveau qui réfléchit et de poésie qui sont durables. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Donc ça a démarré en 2016. En 2016, on a démarré avec 3 titres. Nous sommes en 2024, nous avons actuellement 127 titres au catalogue qui sont répartis dans 10 collections, donc on a beaucoup travaillé. J'ai pas travaillé seule, j'ai travaillé avec les auteurs, j'ai travaillé avec la maquettiste, avec l'imprimeur. On a une particularité, c'est qu'on fait de petits tirages au départ, puisqu'on publie nos titres à 100 exemplaires, et ensuite nous les réimprimons de 50 en 50 ou de 100 en 100 en fonction des besoins. Pourquoi cette chose-là? Économiquement, c'est pas quelque chose qui est rentable pour l'éditeur, mais en revanche, ça évite d'avoir à pilonner les ouvrages. Pour moi, publier 3000 exemplaires dont on sait qu'on aura un lectorat de 200 ou 300, ça n'a pour moi pas de sens. Donc je préfère avoir une économie d'échelle qui est plus petite, plus adaptée au lectorat de poésie. On a notre imprimeur qui est à 10 km de la maison, donc on est aussi dans un système de circuit vertueux, c'est-à-dire que je vais chercher les ouvrages. On est autodiffusé, autodistribué, donc on les prépare, on les emmène on prépare les colis, on les emmène à la poste, mais tout ça se fait de manière locale, sur des papiers qui sont des papiers écologiques et certifiés, avec des encres qui sont certifiées aussi. On essaye d'être à notre échelle, de faire notre part de colibri sur le côté de l'édition. Alors certains pourront poser la question de la surproduction. On publie beaucoup de titres, puisqu'on a quand même cette année encore presque une vingtaine de titres dans l'année, ce qui est beaucoup. Mais en même temps, ça ouvre la voie à des poètes qui n'auraient peut-être pas la voie de la publication par ailleurs. Donc c'est une vraie question de savoir si on publie trop ou si on accepte cette forme de diversité. Pour l'instant, je suis plutôt dans la perspective de dire qu'offrir la diversité, c'est aussi offrir de pluralité de regard. Et donc ça permet à plus peut-être d'ouvrir l'esprit sur des choses différentes. Et ça, je trouve ça chouette. Et qu'est-ce que vous pensez de la poésie actuelle francophone? Alors la poésie de langue française, la poésie francophone, alors nous en France c'est vraiment très vivant, ça se rapproche du spectacle vivant puisqu'il y a beaucoup de formes qui se développent autour de la poésie, donc ça a rendu cette chose plus active et sans doute moins rébarbative qu'elle pouvait être
perçu dans les années 50 ou 60. On est assez proche du spectacle de rue, dans certains cas dans les déclamations. Quand on va chercher du côté du slam, par exemple, on va être sur quelque chose qui est très vivant. C'est chouette que ça soit quelque chose qui soit plus partagé. C'est aussi plus partagé parce que c'est plus médiatisé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la fin du confinement, il y a aussi pas mal d'artistes qui ont pignon sur rue pour le côté de la comédie ou du cinéma, qui se sont aussi emparés de ces formes-là. Et ça donne aussi une ouverture à la poésie, peut-être une ouverture plus large que celle qu'elle avait précédemment. Donc ça, c'est chouette. C'est un secteur qui est très vivant. Je trouve que dans la créativité, quand on observe tous les confrères et consoeurs au marché de la poésie, c'est quelque chose qui est très, très vivant, très créatif. On est assez dans la même veine qu'on pouvait être pour le secteur de la jeunesse dans les années 90. On a l'impression un peu d'un fourmillement, d'un bouillonnement, de quelque chose qui a besoin de vivre et de s'exprimer. Et en ce sens, je trouve que c'est chouette. La traduction, et surtout la traduction poétique, Oui. en tant qu'auteur, lecteur et éditrice. Alors la traduction poétique chez nous, on est déjà un tout petit secteur en étant sur le secteur poétique. Le secteur de la poésie traduite, c'est un secteur qui est encore plus petit. Néanmoins, on s'était fixé comme règle de publier un titre par an qui soit un titre traduit. Titre traduit, ça veut dire qu'on va avoir les deux versions en étant bilingue, donc on aura les deux versions à l'intérieur de l'ouvrage. Pour plusieurs raisons. Pour moi, la traduction, c'est une deuxième création. Encore plus dans le cas de la poésie que dans le cas du roman. Le rôle du traducteur est vraiment de proposer un regard aussi, donc quelque chose de nouveau. Le fait de le proposer dans les deux langues, ça permet aussi, quand on a je vais prendre l'exemple de la poète Eva Maria Berg, avec qui on travaille depuis plusieurs années. Quand j'écoute Eva Maria en français, j'ai une partie d'Eva Maria. Quand je l'écoute en allemand, j'ai aussi l'entièreté de ce qu'elle est. Et donc, je trouve important, si je lui propose de la publier, de pouvoir la voir dans son entier. Et en ce sens, je trouve que c'est important d'avoir les deux langues. C'est un secteur qui est encore plus petit parce qu'au niveau des ventes, il y a encore moins de personnes qui sont intéressées par le côté bilingue. Mais c'est pas grave. Pour nous, c'est important, donc on le fait. Actuellement, on a Eva Maria Berg qui a publié 3 titres chez nous, qui en a 2, un cette année et un l'année prochaine, un qui arrive en fin d'année et un autre en 2025. Et on a également publié un titre de Mateja Bicak-Petit, traduit du slovène. Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais on ne se presse pas, c'est un peu en fonction du coup de cœur que l'on va pouvoir avoir. Alors bien entendu, le coup de cœur initial, moi je suis germaniste, donc sur la langue d'Eva Maria, j'ai pas eu de soucis. Sur la langue de Mateja, je ne peux ne parler que de la traduction, mais ce dont je peux témoigner, c'est que je connais Mateja Bicak-Petit depuis assez longtemps, puisqu'elle dirigeait le centre de création de poésie jeunesse à Tinqueux. Et lorsque j'ai échangé avec Mateja, en dehors de son petit ton de l'Est, qui est absolument charmant, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose d'elle. Et quand je l'ai entendue déclamer et lire sa poésie en slovène, j'ai eu l'impression d'avoir mon amie entière. Et c'est ce qui m'a décidé à dire on ne va pas publier que la traduction, on va publier dans les deux langues. Après, on le lit ou on ne le lit pas dans la langue initiale, c'est pas très grave. Sur le secteur de la traduction, c'est mon mari qui travaille aussi avec nous, qui s'occupe de la révision des traductions. Il est lui-même angliciste et germaniste, donc il porte un regard fin sur ces questions-là. Et sur la traduction de n'importe quel texte et la traduction poétique, oui. Est-ce que ce sont deux choses différentes ou sont... Alors, je suis pas traductrice de métier, donc je voudrais pas dire des sottises sur le métier, mais en tant que lecteur, pour moi, la traduction est réussie quand on rentre dans un univers et qu'on n'a pas l'impression que l'on sent une traduction. Donc, dans ce sens, c'est encore plus important pour la poésie, puisque la musique de la phrase et du vers et de la langue va être encore plus importante. Donc, si une traduction littérale de poésie, ça n'aurait pas de sens. Donc, en ce sens, je crois que pour traduire de la poésie, il faut être poète, je crois. Et, en fait, en tant qu'éditrice, comment vous choisissez les œuvres? Alors, au tout début, quand on a démarré en 2000, quand on a commencé le concept de la collection en 2015 et les premiers titres en 2016, on est allé chercher des personnes que nous connaissions, puisqu'on ne nous attendait pas. L'atelier des Noyers n'était pas identifié comme étant un acteur sur la scène des publications poétiques. Donc moi je connaissais déjà des poètes québécoises parce que j'avais travaillé quand j'étais
à Paris dans une vie antérieure avec une amie qui fait des livres de bibliophilie et qui travaillait avec des poètes québécoises. Donc j'avais rencontré Denise Dessautel par ce biais, qui m'a présenté Louise Dupré, qui elle-même m'a présenté Diane Régin-Balt. Donc on a eu assez rapidement des textes de langue française issus de la francophonie. Et c'est une ouverture, tout simplement. Alors les premiers textes, on va les chercher, et puis de fil en aiguille, un auteur voit une première publication d'un autre auteur dans cette collection, et les choses sont arrivées relativement vite. Maintenant, on est plutôt dans le cas de figure où on a fermé le comité de lecture jusqu'en 2026 parce qu'on croulait sous les manuscrits, et les auteurs, les autrices espèrent avoir des réponses et des réponses on va dire explicatives ou circonstanciées sur les motifs de refus quand on ne prend pas leur texte. Matériellement, je n'ai pas le temps de faire 150 comptes rendus de lecture dans l'année. Donc maintenant, on indique que si au bout de 3 ou 4 mois, on n'a pas de réponse, c'est que le texte n'est pas retenu. Et là, de toute façon, on ne prendra pas de nouveaux projets avant 2026 puisque notre plan d'édition est déjà fixé pour 2024 et 2025. Est-ce que vous pouvez parler aussi un petit peu des livres d'enfants, n'est-ce pas? Alors dans notre catalogue, sur l'ensemble de nos publications, il y a un petit peu plus d'une vingtaine de titres qui sont soit directement à destination de la jeunesse, soit accessibles à la jeunesse. En France, on aime bien faire des catégories. Donc, soit on est pour adultes, soit on est pour enfants. Je pense que c'est pas si simple que ça, et beaucoup de textes ne sont pas spécifiquement dédiés à un public. Néanmoins, l'enfant du XXIe siècle est baigné dans les images depuis sa naissance, et c'est la raison pour laquelle on a, y compris même sur la couverture, alors que si vous avez pu observer, les couvertures de l'atelier des Noyers sont très sobres. C'est un papier qui est un petit peu blanc cassé avec de la typographie en garamond. On est sur quelque chose qui est très classique. Pour les enfants, on a fait la dérogation et on a accepté d'avoir une image sur la couverture pour donner aussi envie d'aller à l'intérieur de l'ouvrage. Je dirais que la poésie, alors pour le coup la poésie pour enfants, comme moi j'en écris, puisque notre petit personnage de grenouille, Georgette, j'ai écrit les textes et j'ai été accompagnée pour la création d'Adeline Ruel, qui est une super plasticienne. Je dirais que l'écriture pour les enfants est encore plus exigeante. On pense que c'est facile d'écrire pour les enfants, et en fait je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Tournier disait la même chose, que l'exigence de la précision et de la justesse pour les enfants donne un texte qui doit sonner vraiment juste. Et la moindre erreur de partition, la moindre fausse note est remarquée tout de suite par les enfants. Ils ont un esprit complètement neuf et ouvert, et si quelque chose ne sonne pas juste, ils le remarqueront immédiatement. Donc dans ce sens, c'est quelque chose qui est encore plus exigeant, je pense. Et vos études dans les métiers, comment vous avez influencé en tant qu'éditrice? Alors, comment j'ai été influencée en tant qu'éditrice? Moi, de suis de formation germaniste et philo. Donc, ça explique par exemple que la rencontre avec Eva Maria Berg se soit faite immédiatement, parce que tout ce qui est en liaison avec la philosophie ou la philologie me parle beaucoup. Je pense que la manière dont les choses que l'on a apprises, que l'on a digérées, font ce que nous sommes. Bon, moi j'ai fait des études de latin et de grec, des études plutôt classiques. J'avais comme première langue l'allemand et comme deuxième langue le russe. Je n'ai fait de l'anglais qu'après le bac, c'était pas très courant à l'époque. Pour moi, l'amitié entre les peuples et l'ouverture sur les peuples, c'est ce qui donne sens à notre existence humaine. Donc je ne saurais pas l'expliquer franchement autrement, mais je pense que le parcours que l'on fait, ça nous donne des clés pour décoder le monde. Après, on s'en fiche d'avoir fait telle ou telle étude, c'est pas ça qui compte, c'est la relation humaine et la relation que vous avez avec les auteurs et avec les plasticiens. Il y en a plein qui connaissent pas le parcours de leur éditeur ou de leur éditrice, et c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est la manière dont on va pouvoir ensemble s'accorder et tisser l'ouvrage entre le texte et l'image pour réaliser un objet singulier. Des éditions, il y a plein de maisons d'édition. Si c'est pour faire la même chose que le voisin, ça n'a franchement pas vraiment d'intérêt. Et dans ce sens, nous, c'est notre 8e année, et je pense qu'on a une forme de singularité. Alors après, elle plaît à certains, peut-être qu'elle plaît moins à d'autres, mais ça, c'est la loi du genre. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, beaucoup d'engagement à porter la parole poétique sur la place publique, dans les salons,
Quand on est autodiffusé, autodistribué, on fait l'ensemble du travail, on ne délègue pas à cette chose-là. Donc il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. L'aspect positif, c'est que vous avez le contrôle de l'ensemble du processus. L'aspect négatif, c'est que c'est aussi limitant par rapport au nombre de personnes que nous sommes. Donc nous, on fait à peu près la moitié de notre travail en diffusion via les librairies et la moitié via les salons et via les rencontres et via les événements qu'on peut organiser. Est-ce que vos livres sont commandables n'importe quel livre? Toutes les librairies, ils sont référencés sur Dilicom, à la BNF et sur Electre. Donc n'importe quel libraire qui s'en donne la peine peut nous commander. Et on est présent de manière permanente dans une quarantaine de librairies et accompagné particulièrement bien par certaines librairies. Je prendrai l'exemple des Sandales d'Empédocle à Besançon, qui défendent l'ensemble de nos ouvrages, ce qui est très rare parce qu'un libraire qui va avoir un petit rayon de poésie à l'intérieur de sa librairie ne va pas prendre les 127 titres de l'Atelier des Noyers parce qu'on est X sur la place et que peut-être ça n'a pas forcément de sens pour lui. Donc, mais au Sandales d'Empédocle, ils ont tout et ils défendent tout de manière admirable. Donc ça, ce ne sont pas des libraires, c'est plus que des libraires, pour nous, ce sont des partenaires. Est-ce que la poésie, la littérature, l'art est un besoin, une nécessité, une première nécessité pour les gens, pour les autres, quiconque? Alors, pour vous, oui. Pour moi, c'est une nécessité vitale. Pour beaucoup de gens, je pense que plus le contexte social et plus on est en période de turbulence, plus le fait de pouvoir s'appuyer sur les arts, alors pas seulement la poésie, ça peut être la peinture, ça peut être la littérature au sens le plus large, on a besoin du beau. Pour asseoir une maison d'édition, c'est important de pouvoir trouver une forme de peut-être une phrase pour définir le travail qu'on fait. Et nous, à l'Atelier des Noyers, ce qu'on a dit en 2016, c'est que on considérait le beau comme manière de résister à la barbarie. 2024 ou 2025, je dirais la même chose. C'est le même concept, c'est une forme de résistance, c'est une forme aussi de prospective, ça peut être une forme de rêverie, mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit aider à vivre. Pour moi, elle est essentielle, je pense qu'elle l'est pour beaucoup de personnes, et je souhaite qu'elle le devienne pour tous, en fait. Et je crois que vous venez au marché de la poésie depuis votre... Alors depuis une dizaine d'années, parce qu'avant j'y venais précédemment pour la Renarde Rouge, donc depuis 2007 ou depuis 2008, je crois que la Bourgogne est représentée. Alors à l'époque c'était Bourgogne, c'était pas Bourgogne-Franche-Comté est représentée. Et moi j'ai dû venir peut-être 2-3 ans avant le début de l'atelier, donc ça fait une bonne dizaine d'années que je viens au marché. Et j'y étais venue précédemment bien avant, puisque mon amie Jacqueline Ricard, qui avait les éditions de la Cour Pavée en bibliophilie, venait au marché de la poésie. Donc je venais la rencontrer aussi avant même d'être installée en Bourgogne. Est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? Vous participez aussi aux autres festivals, peut-être. Est-ce que vous venez au festival de Sète aussi? Non. Alors je ne viens pas au festival de Sète parce que c'est pendant ma période de congé annuel en famille, donc je ne viens pas au festival de Sète. Des lieux pour la poésie, il y en a. On participe à des événements qui sont à la fois des événements spécifiquement dédiés à la poésie et aussi à des manifestations qui sont pour le livre en général. Donc pour le livre en général, par exemple la semaine dernière on était à Clameur à Dijon dans notre ville à un festival. On va au festival de l'autre livre qui est le festival du livre indépendant au printemps et en automne. Moi je vais à Montreuil avec les publications jeunesse au mois de décembre. On va à Colmar. Oui, on essaie de valoriser les ouvrages autant de fois qu'on peut. Qu'est-ce que vous pensez à propos du marché de la poésie? Du marché de la poésie, je pense que sur la place Saint-Sulpice, c'est devenu depuis le temps un rendez-vous. Donc c'est bien parce que ça nous permet de croiser, de retrouver nos confrères et nos consoeurs. On est dans un endroit qui est central, donc c'est bien aussi. Après, comme tout secteur, il peut y avoir des polémiques ou des discordances sur le rôle de la poésie et de ses ambassadeurs. C'est la vie. La place des femmes dans la poésie, dans la littérature en France? Incontestablement, depuis MeToo et même un petit peu avant, on parle beaucoup plus de voix féminines. On a été dans une société qui était patriarcale, donc forcément, c'est pas une justification, c'est un constat. La voix des femmes était moins entendue, mais ça se développe et c'est très bien. On m'a fait remarquer, pour moi, c'est pas une question féminisme ou pas féminisme dans mon catalogue. Je choisis des textes en fonction de la manière dont je les reçois et de la manière dont ils m'émeuvent. On m'a fait remarquer qu'au moins sur les 50 premiers titres, il y avait une écrasante majorité de femmes au catalogue, que ce soit plasticienne ou autrice. Et on m'a dit que j'avais un catalogue féministe.
pour moi, c'était pas un sujet. En fait, maintenant, je pense que le balancier est peut-être plus vers le milieu et qu'on a plus d'hommes. Mais si je choisis pas et je compte pas si j'ai plus d'hommes ou de femmes au catalogue, parce que pour ce qui compte pour moi, c'est l'émotion que j'ai au contact des œuvres graphiques ou au contact du texte. Je crois qu'il faut exiger une quota dans votre maison d'édition pour les hommes, je crois, c'est ça? C'est peut-être ça, on va leur demander. Ceci étant, on a sorti... C'est le premier qui arrive. Non, c'est vraiment en fonction des projets. Oui. Comment ça fonctionne dans votre maison d'édition, les procédures post-éditoriales? Éditorial, c'est bon, ça veut dire on choisit l'auteur, on imprime, on peut, comme on dit, on peut vendre au fur et à mesure d'après le temps, on peut aller au salon. Ouais. Mais s'il y a un plus ou non, ça veut dire dans le sens... Alors concrètement, si on reprend après le choix de l'auteur et du plasticien, je précise que je ne choisis jamais un plasticien seul ou un auteur seul, mais que les deux doivent être OK pour travailler ensemble et qu'on forme trio avec l'édition. Donc ça, c'est déjà une première étape. Ensuite, il y a l'étape contractuelle. On est une petite maison d'édition, mais on fait des vrais contrats d'édition à compte d'éditeur. C'est-à-dire qu'en fait, on rétribue le travail de l'auteur et des plasticiens. On fournit un avaloir à la publication pour l'un et pour l'autre. Et on fait le travail éditorial de mise en place. Donc on envoie les lettres on fait des mises en place auprès des libraires, on envoie l'information et au fur et à mesure, maintenant que on s'achemine tout doucement vers une dizaine d'années, on a un certain nombre de titres au catalogue. La politique de l'Atelier des Noyers, c'est que les ouvrages restent tous disponibles. Donc quand un premier tirage est épuisé, on refait un petit tirage et on a toujours les titres à disposition. Ce n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition qui quelquefois décident au bout de 200 ou de 300 exemplaires d'indiquer l'ouvrage en épuisé. Nous, on a l'envie de constituer quelque chose avec ce collectif qui soit comme une forme de grande famille poétique et graphique. Et c'est la raison pour laquelle on garde les ouvrages. La seule chose qui pourrait faire qu'on ne les ait plus au catalogue, c'est si des personnes décèdent et que les ayants droit ne souhaitent pas qu'on poursuive. Mais a priori, comme on est en contrat d'édition classique, on a le droit, tant que l'œuvre est exploitée de manière durable et suivie, on a le droit de continuer à explorer les œuvres. Et c'est beau aussi parce que on aura 8 ans là, au mois de novembre. On a déjà perdu plusieurs personnes parce que c'est la vie et elles sont toujours au catalogue et c'est une manière de les garder vivants et proches de notre cœur. Donc ça, c'est bien. Merci beaucoup. Merci. Un extrait de la bataille des coquelicots. Coquelicots volent au vent, souvent vains de l'existence. Première fleur refleurissant sur le champ des batailles souvent vaines de nos existences. Souvent au vent éphémère contre la dureté du monde, souvent barricade, rouge de nos colères, souvent fragilité de nos âmes froissées, pourtant vivacité, ailes déployées, papillons remparts sur la misère de nos vies. Un petit extrait de Petite Maxime animale. À la ronde, il m'entraîne, nos corps comme des émaux, des frissons jusque dans les os. Il n'y a rien que les loups dans la forêt le sous-bois, il n'y a rien de tabou là-bas. Il n'y a rien que les loups dans la forêt le sous-bois. Frappons du pied dans la terre et vole la poussière, je veux sentir nos corps. Petit extrait de Poésie pour enfants, l'atelier des expressions. Avoir la banane. Georgette a la banane quand tout lui sourit. Georgette a la banane quand elle va à Paname, quand elle croque la vie à bras raccourcis. Avoir la tête dans les nuages. Elle a la tête dans les nuages quand elle a des envies, quand elle espère que tu viendras, quand tu es là ou qu'elle t'attend. Un petit extrait de Noir. De mémoire. Au plus près de nous, l'encre de ténèbres creuse trop. Lézard de refuge et cargo de roses noires. Héroïne d'avant l'aube en cage. Accro blotti où la mort palpite. Née nuit sur un suaire du nord d'avril. Selon l'angle et l'espèce, c'est vain, c'est vaste. Un ciel cobalt voit la faiseuse de poèmes y pénètre. Gourmande à tâtons, elle pourrait s'y noyer.